Bonsoir à toutes et à tous. Je vais démarrer direct. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui se disent qu'ils aimeraient bien créer une entreprise? Waouh! Waouh! Vous pouvez lever un peu plus la main parce que je vous trouve que vous êtes vraiment nombreux là. Waouh! Alors, j'ai envie de vous dire, les temps changent. Alors, je ne sais pas si c'est propre à Polytech, mais moi, l'école d'ingénieur dans laquelle j'étais, on était une promo de 200 et on a été deux à créer une entreprise. Donc, ça fait 1%. 1%, c'est proche de zéro. Et donc, c'est pas beaucoup. Donc, je m'appelle Jean-Thierry Vinstel. Je suis effectivement le fondateur et le dirigeant de BioViva. Je suis vraiment content d'être avec vous ce soir, de pouvoir échanger. Ce que j'aimerais, c'est que cette conférence soit avant tout un échange. Donc, évidemment, j'ai beaucoup parlé, mais ce que j'aimerais, c'est pouvoir répondre à vos questions. C'est là l'intérêt de cette soirée. Euh, il est 18h30 passé. Ce que j'aimerais aussi, c'est si on pouvait couper les écrans, les téléphones, passer un moment hors connexion. Ce serait pas plus mal. On va tenter de le faire. Et puis je vais commencer par le début, ou presque par le début, parce que effectivement, je suis ingénieur agronome, mais à la base, j'ai fait une maîtrise de biochimie, ici même pendant 2 ans. Et à cette époque, alors, j'avais pas la moindre idée de ce qu'était une entreprise. Mais alors, non seulement je n'avais pas la moindre idée, mais surtout, je regardais ça d'un très mauvais œil parce que je considérais que l'entreprise, c'était le vilain capital et que tout ça, c'était contre mes convictions profondes de respect du vivant. Et je vais vous donner comme ça quelques petits tips, quelques petites idées que j'espère vous retiendrez. Euh, la première chose que je vous souhaite, c'est d'être connecté. D'abord d'être connecté à vous-même. Parce qu'en fait, une entreprise, ce n'est qu'un outil. Et personnellement, je considère que c'est avant tout un outil de liberté. Pour moi, c'est le meilleur outil de liberté qu'il soit. Alors la liberté a un coût, parce que c'est prendre du risque. Mais en même temps, quand ça fonctionne, c'est absolument extraordinaire. Et donc, j'ai fait ma licence et ma maîtrise ici même, mais en parallèle, parce que je savais vraiment pas ce que je voulais faire. Alors, j'aimais la bioche. Je suis tombé un peu. Enfin, c'est un prof qui a décidé que j'allais faire une licence de biochimie. C'est même pas moi. Il m'a vu et c'est comme ça. Il m'a dit, vous, biochimie. J'ai dit, ok. Ça s'est vraiment passé comme ça. Et j'ai fait biochimie et puis surtout, j'ai fait d'autres choses. Et j'ai notamment participé à un truc de fou à l'époque, ça s'appelait la Nuit des étudiants. Et en fait, qui consistait à monter un spectacle. Chaque université montait un spectacle. La fac de sciences n'était pas connue pour avoir le plus d'argent parmi les autres facs, entre médecine, pharma ou autres. Et puis, il n'avait jamais participé à ce concours. Et puis, comme il y a une ambiance extraordinaire dans nos promos, entre licence et la maîtrise, et que j'arrivais, moi, d'un peu loin là, je me suis dit, bah, moi, ça m'intéresse. Et en fait, au fur et à mesure, en parallèle de mes chères études, ben, on a monté avec des copains ce projet un peu fou. Et la finalité, il y avait quand même un but, hein. Le but, c'était le Zénith de Montpellier avec toutes les facs de Montpellier avec un truc à gagner. Bon, c'était assez excitant. Ce projet s'est fait extraordinaire parce qu'il a fallu entreprendre. C'était déjà de l'entrepreneuriat. Et moi, j'étais pas aux manettes, moi j'étais le premier rôle, mais on avait tout, un impro, un réal, Sylvie était bien au courant parce qu'ils en faisaient partie, des acteurs, des dessinateurs, et on a monté ce projet et ça m'a extrêmement plu. Mais plus que mes cours de biochimie et consorts, et on a gagné. On a gagné contre toute attente. On n'avait pas un copec, on a gagné. Bon, on fait la fête, Zénith de Montpellier, génial. Et l'année d'après, on me dit, JT, on a gagné, tu veux pas y retourner? Je dis, chiche, j'y retourne. Et du coup, je me suis retrouvé metteur en scène, réalisateur, avec une équipe de 80 personnes. On était 80 étudiants à répéter dans le gymnase qui est juste là derrière, le samedi matin.
peux vous dire que mobiliser 80 personnes un samedi matin à 9 heures, vous avez tous fait la chouille la veille au soir, c'est qu'il y avait de l'engagement. Et là, il a fallu commencer à compter des sous, à manager, à faire des plannings, à acheter, à convaincre. Et là, convaincre, c'est un autre point essentiel de l'entrepreneuriat, c'est qu'on allait voir les chimistes, on allait voir les électroniciens, on allait voir les mécaniciens, parce qu'on s'est dit on va faire un truc de fou. Par exemple, on avait créé, parce que on avait quand même appris la première fois, il y avait 5000 personnes, et il faut vous imaginer, il y a 500 étudiants de telle fac qui gueulent comme c'est pas permis pour soutenir leur équipe. Mais tout ça, c'est dans le noir. Et là, on s'est dit, mais c'est dans le noir, tout le monde gueule plus fort que tous les autres, mais personne ne fait de la lumière. Et donc, on est allé voir les électroniciens, on leur a dit, mais est-ce que vous pourriez nous faire des petits trucs avec des antennes qui clignotent en blanc et en violet? Parce que comme ça, tout le monde nous verra. Et on a fait ça, les électriciens, ils ont fait, je pense, 500 trucs à antennes qui clignotaient. Et puis, on est allé voir les chimistes, on a dit, mais on a conçu un dragon qui fait 3 mètres de haut, on aimerait bien qu'il crache de la fumée. Pas de problème, on a fabriqué une machine à froid, et sur la scène, on avait, on avait le dragon qui crachait de la fumée. Et on a gagné. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est vraiment cool. Bon, il fallait suivre ces études, mais en même temps, il y avait vraiment une dynamique extraordinaire. Il y en a qui ont raté leurs examens, ils sont venus voir à la fin, putain, j'ai raté mes examens, mais on a gagné la nuit des étudiants. Et c'est resté dans un coin de ma tête, parce que honnêtement, à votre âge, je ne savais strictement pas ce que j'allais faire. J'avais une petite idée de ce que je ne voulais pas faire. Par exemple, j'ai assez vite compris que je n'étais pas fait pour la recherche. J'ai beaucoup de respect, d'admiration pour les chercheurs, mais moi, la recherche, a priori, ce n'était pas mon truc. Et donc, j'en reviens à la question de la connexion. En fait, si j'avais une bague magique, je proposerais à chacun d'entre vous de prendre du temps et de réfléchir sur qui vous êtes. Et de manière générale, parce que j'en parlerai un peu après, je fais aussi de l'accompagnement de dirigeants et sur leur engagement sociétal par rapport à leur entreprise. Et en gros, je leur pose 4 questions. Qui es-tu? Ça prend du temps de savoir qui on est. Que fais-tu? Avec qui le fais-tu? Et au service de quoi? Cette dernière question, prenez vraiment le temps de vous la poser. Parce que si on parle d'entreprise engagée, ça veut dire que le service auquel vous vous prédisposez, moi je suis au service du vivant, et ça je le sais depuis tout petit, mais j'avais du mal à l'exprimer, eh ben, il est en parfaite cohérence avec mon entreprise. Et en fait, l'entreprise, c'est vraiment un outil. Vous en faites ce que vous voulez. Jean-Louis l'a dit en préambule, c'est vrai que c'est moins le cas maintenant, mais il y a eu énormément de greenwashing, notamment dans les années 2000, tout et n'importe quoi. Une entreprise engagée, ça veut d'abord dire que vous-même, vous êtes engagé. Et il y a un maître mot qui s'appelle la cohérence. Vous n'êtes pas cohérent entre vos valeurs, vos engagements, ce que l'entreprise porte, son projet stratégique, ça ne marchera pas. Vous allez vous planter. Alors, ça dépend de ce qu'on appelle planter. Peut-être que vous allez gagner plein d'argent, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont fait du greenwashing et qui ont gagné plein d'argent. Moi, je dis planter par rapport à leur mission et leurs engagements. Est-ce qu'elles ont vraiment tenu ce qu'elles ont dit qu'elles allaient faire? Pas forcément. Tout est dans la nuance. En termes de responsabilité sociétale, c'est pas ou tout noir ou tout blanc. C'est toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc pour celles et ceux qui veulent monter une entreprise, sachez que aujourd'hui c'est plus facile qu'il y a 30 ans, parce que BUA a fêté ses 30 ans cette année, au-delà de l'argent, ça nécessite évidemment un peu d'argent, mais moi quand j'ai démarré, j'avais pas d'argent, hein, j'avais walou, zéro. J'ai emprunté de l'argent à mes parents, qui eux-mêmes se sont endettés auprès de la banque. Et du coup, là, ça vous oblige un peu, parce que quand vous endettez vos parents, vous dites vaut mieux que ça marche. Fort heureusement, ça a marché. Mais l'argent, certes, c'est le nerf de la paix, mais ce n'est pas l'essentiel. Je peux vous en parler parce que j'ai créé BioViva, le jeu. Alors, bon, un, je ne savais pas que j'allais être entrepreneur, et deux, je n'étais pas joueur. Et pourtant, BioViva fait des jeux éducatifs sur le thème du vivant depuis désormais 30 ans. J'en suis très fier, et ça marche plutôt pas mal. Mais à l'époque, donc je me dis, donc vous avez pu à faire le service militaire, mais à l'époque, les hommes devaient faire le service militaire.
Et pour ceux qui avaient fait des études, ils faisaient ce qu'on appelait service coopération, service national. Ce que j'ai fait. Et entre la fin de mes études, puisque après la maîtrise, je suis parti dans une école d'ingénieur à Paris, il y avait un laps de temps où j'ai fait à la fois du théâtre et un travail dans un centre de recherche en sciences cognitives. Alors là, j'y connaissais alors, rien du tout, cybernétique, neurosciences. Ils m'ont dit, mais travaille quand même dessus. Et j'ai bossé dessus, et on m'a dit, il faut que tu développes le programme Homme-Biosphère. Donc, comment est-ce qu'on peut appréhender la relation entre l'homme et le vivant? Donc ça, c'était vraiment mon sujet, c'est pour ça sans doute qu'ils m'ont pris. Bon, ça n'a pas duré très longtemps, parce qu'après, je suis parti faire ma coopération dans les Caraïbes, mais c'est resté dans un coin de ma tête, parce que je dédiais ma vie à la protection du vivant. Moi, la planète, ça me parle vraiment. Les espèces vivantes, c'est un truc de dingue. Je suis red dingue. J'adore ça. Et je ne comprends pas pourquoi l'être humain il a un comportement aussi détestable vis-à-vis des autres formes de vie. Et donc je me suis dit, ben, je ne sais pas comment. Au départ, je voulais travailler dans une ONG. Et c'est ce que j'ai fait en partant, en coopérant au service national. Et c'était génial. J'y étais avec des gens qui avaient un niveau d'expertise. C'était des chercheurs. Euh, et vous n'avez pas connu ça, mais en 92, il y avait un truc qui s'appelait le sommet de la Terre à Rio. C'était une révolution. Pour nous qui avions votre âge, oh, pour la première fois au monde, on pose la Terre comme un objectif de protection. Et il y a plein de méthodes et de propositions d'action qui ont émergé. Et nous, dans cette petite île des Caraïbes, avec ces chercheurs, dans cette ONG, il fallait qu'on mette en place un programme de développement durable. Ça ne portait pas encore ce nom-là, mais c'était vraiment ça. Et puis je me suis rendu compte assez rapidement que l'ONG, elle faisait du super boulot, mais qu'on dépendait du politique, et que si le politique nous coupait les vivres du jour au lendemain, on était mort. Je me suis dit, bah, c'est ballot, les gens ils sont super brillants. Moi j'arrivais avec 1 million de francs du ministère de la Coopération, donc j'étais bien accueilli, parce que c'était beaucoup d'argent. On m'a dit, bah, tu as 1 million de francs pour mettre en place ce programme sur cette île. Ce que l'on a fait. Le premier jour, donc ce programme consistait à développer un programme de recherche sur les stocks de poissons, sur la qualité de l'eau, un programme économique, comment rendre la structure viable, un programme social, comment intégrer toutes les populations dans la gestion de leur milieu de vie. Et c'était scindé entre une réserve marine, une zone pour les plaisanciers, une zone pour les plongeurs. Et ça faisait un écosystème global qui était censé tenir la route. Le lendemain de l'inauguration de ce projet, je retrouve un pêcheur dans la réserve de pêche, dans la réserve marine. Je vais le voir et je lui dis, mais attendez, je ne comprends pas. On a fait tout un programme de formation, ça fait 1 an qu'on bosse dessus, vous pêchez au milieu de la réserve. Et il me dit, mais quelle réserve? Moi, je lui ai dit, je crois qu'on a un problème. Et pourquoi je vous raconte cette anecdote? Parce que le diable se cache dans le détail. C'était un pêcheur. Et ça vaut pour tous ceux qui vont créer leur entreprise plus tard, c'est qu'il faut vraiment regarder dans le détail vos parties prenantes. Et là, il y avait plusieurs catégories de pêcheurs. Il y avait les pêcheurs à la ligne, qui allaient pêcher très loin. Il y a les pêcheurs à la Seine, avec leurs filets, qui pêchaient près du bord, près du sable. Et il y a les pêcheurs au casier, qui, eux, avaient besoin des récifs coralliens pour poser leur panier. Et c'est au niveau des récifs coralliens qu'on avait évidemment mis la réserve, puisque c'est là qu'il y a la plus grande biodiversité. Et en fait, ce gars n'était pas au courant. Alors, un, il ne savait pas. Et puis deux, je me suis rendu compte que c'était un peu le cadet de ses soucis. Et donc, la préoccupation de la protection, ça l'intéressait guère. Et là, ça a commencé à germer dans ma tête en me disant, mais finalement, vous savez quoi? On n'a pas de problème d'environnement. On n'a pas de problème de changement climatique. On n'a pas de problème de disparition de la biodiversité. Ça, ce sont des conséquences. On a un vrai problème. Et ce vrai problème, c'est le comportement humain. Est-ce que je suis intimement convaincu de l'impérieuse nécessité de respecter le système Terre et de l'intégrer dans mes schémas de pensée et mes schémas d'action? À partir de ce moment-là, une fois que ça c'est clair, et si ça ne l'est pas, c'est pas grave, et si c'est clair pour vous, ben, vous pouvez dire qu'est-ce que je peux faire pour me mettre en mouvement et en faire quelque part une mission de vie. Et ça, c'est ma mission de vie, et moi je suis très fier de dire, tu es au service de quoi? Ben, moi je suis au service du vivant. Et pourquoi je suis au service du vivant? Parce que, encore une fois, la vie est faite de rencontres, et
Et au final, un être humain, pour moi, il n'est pas terminé. Aujourd'hui, l'espèce humaine, elle n'est pas finie. Dans son processus évolutif, vous le savez, le pouce, par exemple, il y a 3,5 millions d'années, avant, il n'y en avait pas. On est dans un processus évolutif, les hommes perdent progressivement leurs cheveux. Ça fait partie du processus évolutif. Est-ce que ça va durer? Pour l'instant, on n'en sait rien, mais c'est une observation. Et d'un point de vue conscience humaine, je pense qu'on est au début de quelque chose. Et l'être humain n'a tout simplement pas conscience de l'incroyable chance qu'il a d'être en vie. Et pour avoir accompagné des dirigeants ou des collaborateurs d'une entreprise, je me suis rendu compte de trois choses. C'est que la conduite du changement, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Après 12 ans, c'est quasi mort. Très très difficile de changer un être humain après 12 ans. De toute façon, vous ne changerez jamais personne. Vous ne pouvez que créer les conditions de son propre changement. C'est la personne, c'est l'individu, c'est l'être humain qui va décider ou non de changer. Et en fait, il va changer sous trois conditions. Deux négatives et une positive. Mais là, vraiment, dans sa relation vivant. La première, c'est chez les femmes. Moi, j'ai vu des femmes, des énormes postes de direction marketing dans des boîtes mondiales. Bam! Naissance d'un enfant, j'arrête tout. Mes produits là que je vends, ça n'a aucun sens. Ça fait péter la planète. Je vends du rêve depuis 15 ans. J'arrête. Waouh! Super! Et deux autres négatives. La première, c'est la mort d'un proche. Et là, pareil, j'ai accompagné les dirigeants qui m'ont dit, bah, en fait, c'est bon, Jean-Thierry, j'ai compris, j'ai vu ça, je fais autre chose. Et la troisième, c'est la maladie grave personnelle. Et là, pareil, j'ai dit, mais tu es obligé de passer par un cancer pour se rendre compte que ce qu'il faisait, en gros, c'était un peu de la merde et qu'il allait se consacrer à l'essentiel. Vous avez entre, je ne sais pas, 20 et 23 ans, c'est le moment de vous poser les bonnes questions. Et si j'avais une baguette magique dans chaque école d'ingénieurs, dans chaque école de commerce, dans chaque université, je prendrais du temps pour que chacun d'entre vous puisse se poser ce genre de questions. Parce qu'elles sont essentielles et qu'il ne faudrait pas qu'elles vous arrivent à l'âge de 40 ou 50 ans, parce que c'est là que vous allez entreprendre votre vie, c'est maintenant que vous allez prendre des décisions. Et de manière assez surprenante, vous verrez que même votre stage de fin d'études, eh bien, souvent, il oriente votre vie professionnelle. Alors, nous, il y a 30 ans, c'est vrai que c'était tracé, tu avais ton boulot et tu finissais à la retraite dans le même boulot. Je pense que pour vous, ça va beaucoup changer. Mais il n'empêche qu'il est essentiel de vous poser ce genre de questions parce que si vous voulez entreprendre, il faut quand même vous demander pourquoi vous voulez entreprendre. J'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs qui voulaient gagner de l'argent. Donc, ils ont entrepris pour ça. Certains ont réussi, d'autres ont raté. Bah, ça, c'est le jeu de l'entreprise. Est-ce qu'au final, ça fait avancer la cause? La réponse est non. Ou alors, ça arrive par hasard. Mais je pense que c'est important de se poser cette question de la cohérence. Donc, j'en reviens à mon histoire. Donc, je pars en coopération. Et je me dis, je vais parcourir le monde à mettre en place des parcs nationaux, parce que j'étais vraiment fait pour ça. Et je me dis non, j'ai pas envie de travailler à l'ambassade un tel où les gens étaient parvenus, racistes, pensaient que à leur fiche de paye à la fin du mois. Je ne sais pas ce que je veux faire. Et je ne voulais pas bosser dans une ONG non plus parce que je me suis dit, mais c'est trop précaire. Il n'y a pas d'argent et on ne te donne plus d'argent, t'es mort. Et donc, je suis rentré en France et j'ai eu une idée. J'ai dit, tu es passionné par la vie, tu n'es pas forcément doué pour l'écriture, qu'est-ce que tu pourrais faire? Bah, créer un jeu. Et je ne suis pas joueur. Je me suis dit, bah, c'est pas grave, je vais créer un jeu qui raconte l'histoire de la vie. Et puis là, ça veut dire vivre la vie. Et je me suis dit, plus je raconterai cette histoire absolument incroyable depuis la naissance de l'univers il y a 15 milliards d'années jusqu'à aujourd'hui, en passant par la sexualité, l'invention de la sexualité, la naissance de la vie à 3,9 milliards d'années, je me dis, bah, si c'est bien raconté, ça peut donner envie. Et pourquoi un jeu? Ne me demandez pas pourquoi, c'était une intuition. Donc, autre point important, suivez votre intuition. Instinct, émotion, intellect, intuition. Vous êtes aligné sur ces quatre éléments, vous filerez droit. Donc mon intuition, c'est à dire, je vais développer un jeu, mais j'y connaissais rien, mais vraiment rien. C'est pas grave. Et du coup, j'ai beaucoup travaillé, mais là, pour le coup, c'est sans doute la seule fois de ma vie où j'ai vraiment beaucoup travaillé. Quand je vous dis travailler, c'était 18 heures par jour. Et j'étais au RMI à l'époque, ça n'existe plus. C'était en gros l'équivalent du RSA. Alors que j'avais fait une grande école d'ingénieur et que les copains, limite, ils se moquaient de moi en disant, mais qu'est-ce que tu fous, quoi? Mais qu'est-ce que tu
tu développes un jeu. Je dis, bah oui, excusez-moi, mais je ne sais pas pourquoi, mais je le fais. Et honnêtement, j'avais un peu honte. Au début, j'avais un peu honte. Parce que je me dis, mais c'est vrai que tu fais pas comme les autres. Mais j'avais ça en moi. Mais je me suis dit, bah, c'est pas grave, continue. Et il se trouve que ça a marché. Et donc j'ai sorti un jeu qui s'appelait BioViva, qui racontait l'histoire de la vie, et il a remporté les 13 premiers prix auxquels il a postulé. C'était jeu de l'année aux États-Unis, jeu de l'année en France, jeu de l'année au Canada, blablabla, j'alignais tout. Et j'ai gagné beaucoup d'argent. Deuxième fois, j'ai eu honte. J'ai eu honte de gagner beaucoup d'argent. Et à 28 ans, j'avais beaucoup d'argent. Je me dis, mais tu veux sauver la planète et tu t'en mets plein les fouilles. Je vous assure que je me suis posé ces questions. Je me dis, mais ça va pas, il y a une incohérence. D'autant plus que j'étais plutôt bien de gauche que plutôt de droite. Non, je ne suis pas de droite, je vous rassure. Enfin, euh, mais je me suis dit, attends, tu as créé une entreprise, tu as pris énormément de risques, tu as endetté tes parents, et du coup, tu gagnes beaucoup d'argent. Il est où le problème? Et en fait, je me suis dit, non, le problème, c'est moi. C'est qu'il faut que je modifie mon rapport à l'argent. Et je peux vous dire qu'effectivement, en France, on a un problème vis-à-vis de notre rapport à l'argent. Et de cette honte que j'avais, ben, au final, je me suis dit, mais non, mais sois fier. Et puis après, c'est les autres qui m'ont dit, mais c'est super ce que tu as fait. Ah, vous trouvez? Ah bah oui, du coup, je suis devenu fier d'avoir gagné de l'argent. Et c'est très, très important d'avoir une relation saine à l'argent. Moi, j'ai mis du temps. Et en France, on n'est pas bon là. Dans les anglo-saxons, ils n'ont pas ce problème-là. Take the money and run. Ils y vont, c'est pas un souci. Ils ont un autre problème vis-à-vis de l'argent. Mais quand on crée une entreprise, il faut que cette relation à l'argent elle soit extrêmement saine. Je crée BioViva, ça marche, on recrute, on est donc en 96, pour le coup j'ai créé l'entreprise en 96, après le jeu en 95, et puis arrive un truc de dingue, l'équivalent de ce qui se passe en ce moment avec l'IA, sauf que ça s'appelait Internet. On est en 2000. En 2000, je suis en pleine bourre, BioViva trace sa voie, franchement, on partait à l'international, c'était génial. Et je rencontre le gendre d'un très grand patron français à Paris, qui était intéressé par ce qu'on faisait et qui, à la fin de la réunion, m'a dit, mais vous n'aurez pas d'autres idées? J'ai une super idée, je vais développer un site internet, le premier, sur la nature et la qualité de vie. Le mec, il dit, mais ça m'intéresse encore plus que tout ce que vous me racontez. Je dis, ah bon, bah, je vous envoie le business plan. Je lui envoie le business plan. Et il me dit, bah, rendez-vous à l'hôtel Novotel de la gare de Lyon, qui appartenait à la famille, enfin, tous les Novotels, et puis tous les Mercure, et puis tous les... Et je vous assure que c'est vrai, on se pose 2 minutes, il sort un chèque, et il me dit, voilà, 500 000 francs, je te valorise ta boîte 20 millions. Alors je me dis, c'est une caméra cachée, il se passe un truc. Et non, c'était vraiment un chèque. Il n'était pas en bois. J'encaisse le chèque, je monte BioViva.com. Je me dis, c'est génial. Il y a cru, moi aussi je vais y croire. Et je mets vraiment beaucoup d'argent dans ce projet. Il s'est passé la même chose que ce qui va se passer avec l'IA, c'est-à-dire des valorisations de malades. Et puis tout d'un coup, pouf, bam. Et cette boîte s'appelait BioViva.com, ben, je l'ai pliée. J'ai jamais perdu autant d'argent. Et en fait, c'est une autre leçon, c'est-à-dire qu'on a beau vous donner beaucoup d'argent, bah, vous pouvez aussi en perdre beaucoup. Et moi, j'en ai perdu proportionnellement beaucoup plus que ceux qui avaient mis de l'argent. Mais je me suis dit, mais c'est vraiment une bonne leçon. Il faut que ça te serve plus tard. Et on était quand même en 2000. Parallèlement à ça, j'ai fait un peu de télé, j'ai travaillé sur Canal+, une émission qui s'appelle Nulle part ailleurs, qui est un peu emblématique à l'époque. Puis j'ai travaillé dans une autre émission qui s'appelait Les Maternelles. Et j'étais toujours en train d'essayer de développer des projets, puisque mon sujet, c'est l'éducation au vivant. Et je voulais monter des projets télé. Et alors là, si un jour le monde des médias et de la télé vous intéresse, vous venez me voir, parce qu'il est particulier. Je me suis fait piquer 2 projets télé. Et puis un bien, hein, enfin, un qui devait passer sur France 3 avec un animateur qui avait le vent en poupe. Et le jour de signer, un animateur fort connu, qui exerce actuellement, il pique le projet. C'est Dieu pas possible, mais il n'a pas le droit, etc. Et en fait, ils ont fait quelque chose de très très malin. C'est qu'ils ont provoqué une conférence de presse pour annoncer leur projet à la place du mien.
Et comme toute la presse était au courant et avait publié, on était coincé, on ne pouvait plus rien faire. Je me suis dit, putain, c'est vraiment dégueulasse. Je dis, c'est pas grave, je vais faire un autre projet télé. Et à l'époque, il existait un truc qui s'appelle le journal de la santé, le journal de l'économie, le journal du hard, mais pas le journal de la Terre. Je dis, moi, je vais créer le journal de la Terre. Je crée le journal de la Terre, je présente mon projet à un jury, dont je remporte le premier prix. À l'époque, c'était 100 000 francs, c'était beaucoup. Elle me dit, bah, voilà 100 000 francs et voilà un partenaire pour développer votre projet de télé. Je vous assure que c'est vrai aussi. Euh, je ponds tout le projet télé et puis plus rien. Et un samedi à midi, je regardais par hasard la télévision et là, le journal de la Terre. Je me dis, c'est Dieu, pas possible. Je me suis encore fait piquer le projet. Donc, je ne suis pas très bon. Et j'ai pris un avocat. Et là, l'avocat me dit, mais c'est aussi important pour la suite, il faut que vous le sachiez. L'avocat me dit, monsieur, laissez tomber, vous n'avez pas assez d'argent pour gagner. Et je n'avais pas assez d'argent pour gagner. Et j'ai laissé tomber mon projet. Vous rentrez dans un monde qui n'est pas celui de l'université, qui n'est pas celui de la collectivité locale. C'est un monde qui peut être extrêmement dur, avec des valeurs qui ne sont pas les vôtres, mais sachez que ça existe. Et en gros, moi, je ne connais pas un entrepreneur qui ne soit pas fait avoir d'une manière ou d'une autre, parce que c'est un principe de réalité. Donc, ce n'est pas cuit-cuit les petits oiseaux, ça peut être extrêmement violent. Je ne dis pas ça pour me plaindre, je vous dis ça pour que vous reteniez le fait que méfiez-vous, blindez vos arrières. Moi, le juridique, ça m'a toujours gonflé. Même si j'y vais pas de gaieté de cœur, j'y vais quand même parce que vous avez besoin d'assurer vos arrières. Donc là, on est en 2000, donc je plante mon site internet viva.com, je perds beaucoup d'argent, je relance mes projets télé, je me les fais piquer 2 fois, je dis c'est pas grave, on y va. Et en 2003, l'État français lance un nouveau truc, qui s'appelle la Stratégie nationale de développement durable. Donc c'est l'État qui lance son grand programme et comme on avait travaillé avec le ministère de l'Environnement, il m'appelle en me disant Monsieur Martel, on aimerait bien que vous nous aidiez à faire connaître cette stratégie au Salon d'agriculture à Paris. Je dis bah ok, mais vous connaissant, je vous demande une seule chose, laissez-moi pas de blanche. Ils disent ok. Donc on leur fait un truc improbable. Je ne sais pas si vous avez déjà été au Salon d'agriculture, mais il y a des vaches, des cochons, des poules, des canards, de partout, et les Parisiens adorent venir voir ça, une fois par an. Et puis vous avez les stands institutionnels des ministères où il n'y a pas un chat. Même pas un chat, il n'y a pas. Donc je lui dis, bah, je vais vous faire un labyrinthe. Un labyrinthe, ouais, 70 mètres carrés, 3 mètres 50 de haut, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Bon, ok. On a fait ce projet. Et en fait, tous les ministres sont venus se faire tirer le portrait. On avait fait un petit jeu de cartes du développement durable. On avait fait 5000 le mercredi, il n'y en avait plus. Et Chirac, président de la République, vient récupérer son jeu de cartes de développement durable. Là, je me dis, peut-être que tu tiens un truc, et peut-être que ce que tu as proposé pour le grand public, faire des jeux sympas, ludiques, positifs, tu devrais les faire pour les entreprises, les collectivités, les services de l'État. Et là, je monte une nouvelle boîte, BioViva Développement Durable, et je recrute 10 personnes, 5 à Paris, 5 à Montpellier, avec des diplômes comme As, et on y va, et là, j'attrape des contrats internationaux, mondiaux. Et on est en pleine bourre. Et puis en 2008, il y a un truc. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé en 2008? Plus fort, parce que je suis un peu sous l'oreille, j'ai une otite. Il s'est passé quoi en 2008? La crise des subprimes. Bien joué. Alors, c'est parti des États-Unis. Moi, j'avais rien à voir avec la choucroute, mais je peux vous dire, je l'ai pris en pleine poire. Du jour au lendemain, on était en plein séminaire stratégique BioViva à Montpellier. Du jour au lendemain, tous les contrats se sont arrêtés. Tous. Pas de bol, donc pas le choix. Je licencie tout le monde sauf une personne. Et là, il faut que je vous dise aussi que quand vous allez créer votre entreprise, les RH, c'est quelque chose. Et qu'un être humain, c'est compliqué. Quand bien même vous avez des relations amicales, vous entendez super bien, à partir du moment où ça se passe mal, un être humain peut avoir des réactions très, très bizarres, très particulières, et beaucoup liées à l'argent. Donc ça, c'est
c'est une aventure que vous allez vivre, qui n'est vraiment pas agréable, mais qui est très formatrice. Et euh, il vous arrive des trucs vraiment pas cool, hein, avec des gens que vous connaissez très bien. Vous êtes dans l'eau, bah, un gros coup de poignard et je te tire jusqu'en bas pour que tu craches au bassinet, alors que vous n'avez plus d'argent. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est quand vous êtes une entreprise en difficulté, parce que du coup, on s'est vraiment retrouvé en difficulté, on était là et ça fait en une semaine, bam, il y a rien à faire. Eh ben, euh, la loi fait qu'on vous enfonce encore plus. À l'époque, il y avait un truc qui s'appelait les prud'hommes. Bon, ça existe toujours, hein, mais maintenant c'est plafonné. Et une personne qui a bossé pendant 3 ans, elle pouvait vous demander 100 000 euros. Vous allez au prud'homme, vous étiez sûr de devoir les payer. C'était totalement injuste. Et donc, moi, je discutais avec les juges, je me dis, attendez, explique-moi, je ne comprends pas. Et je suis passé au tribunal, et devant le tribunal, je me dis, mais en fait, j'étais un voleur. J'étais considéré comme un. Je vous assure, je me suis dit, mais en fait, un escroc, ce que j'ai fait, c'est super mal. Alors, honnêtement, j'avais été très, très réglo. Et ce que je veux vous dire par là, c'est que je ne cherche pas du tout à me plaindre, hein. Heureusement, la législation a beaucoup évolué, mais l'entreprise n'évolue pas forcément dans un écosystème réglementaire qui est très juste. C'est dur. Quand vous commencez à avoir des problèmes humains, c'est moins pire qu'il y a 20 ans, mais c'est compliqué. Vous n'avez pas la loi avec vous, quand bien même vous êtes réglo. Attention, il y a plein de patrons voyous, je ne parle pas de cela. Je parle de faire les choses correctement. Vous vous rendez compte que vous faites face à plein de difficultés. Et là aussi, c'est hyper important de connaître les textes. Nul n'est censé ignorer la loi. Mais allez regarder un peu la loi. Allez regarder les codes civils. Enfin, vous ne pouvez pas. Donc, il faut que vous soyez bien accompagné. Et là, encore une fois, quand vous démarrez votre entreprise, vous n'avez pas forcément d'argent et vous n'allez pas forcément vous faire conseiller, vous faire accompagner. Aujourd'hui, on est beaucoup mieux accompagné et je vous invite vraiment à prendre quelqu'un pour vous accompagner en RH, dans le juridique, en marketing, en com, parce que vous êtes une école d'ingénieur. Moi, j'ai fait une école d'ingénieur agronome. Quand il s'agit de faire un business plan, je ne connaissais rien. Gestion de projet, je ne connaissais rien. Et pourtant, j'étais confronté à ça. Vous allez à la banque, il y a votre business plan. Je ne sais pas. Et ben, il a fallu apprendre sur le tas. Et donc, c'est ça qui est un peu difficile, c'est que vous allez avoir une certaine expertise, mais que si vous voulez monter votre projet et si vous voulez en plus qu'il fasse sens, il va falloir acquérir des compétences que vous n'avez pas forcément. Parce que vous n'êtes pas à Polytech pour ça, a priori. Heureusement, là encore, il y a plein de structures qui existent et qui peuvent vous aider. Entre-temps, on continue à développer les jeux. Aujourd'hui, il y a à peu près 250 jeux BioViva et on a cet engagement. Moi, quand j'ai créé BioViva, je me suis dit, si déjà je crée une entreprise, c'est parce que je veux créer de la richesse. Point important, c'est quoi créer de la richesse? J'ai fait le salaire en économie, je me suis dit, mais comment on crée de la richesse? C'est une vraie question, ça. Ben, en fait, quand vous créez quelque chose et que vous réussissez à le vendre, et que cette chose, vous le vendez plus cher que ce qu'elle vous a coûté, vous créez de la richesse. C'est de la richesse économique, mais ça peut être de la richesse intellectuelle, c'est plein de choses. Posez-vous la question de cette richesse. Parce que votre entreprise, elle va laisser plein de choses. Il y a la richesse économique qui est mesurable, et puis il y a une richesse qui est informelle. Aujourd'hui, une entreprise engagée ne peut pas mesurer son niveau de performance et d'impact parce que les indicateurs n'existent pas. Je ne sais pas si je suis clair dans ce que je dis, mais moi j'ai le sentiment que BioViva, ça vaut beaucoup plus que les indicateurs classiques économiques parce qu'on essaye d'avoir une valeur ajoutée sociétale. Laquelle est BioViva est la première entreprise à mission de son secteur d'activité. Depuis 2019 et la loi Pacte, il y a un nouveau statut qui existe pour les entreprises engagées et qui dit que si vous les mettez dans vos statuts, devant la loi, vous êtes redevable de vos engagements sociaux et sociétaux. Donc, on a voulu le faire pour être les premiers et montrer qu'on avait envie. Et puis, on est à fond dans l'éco-conception. On a inventé avec notre imprimeur la boîte calage, un truc débile, c'est que quand on fait des jeux sur environnement, moi je voulais pas de plastique et pas de piles, ça n'avait pas de sens. À l'opposé de tous mes concurrents qui poussaient des containers depuis la Chine sans se poser de questions. Mon secteur, le jeu joué, c'est une catastrophe en termes de RSE. Et ça l'est encore. Et pourtant, je les accompagne, je les conseille, ils nous connaissent. Mais quand vous êtes sur un modèle économique et un secteur d'activité qui, de naissance, n'est pas préoccupé de ces sujets-là, wow, c'est très compliqué de le changer.
Donc, on essaye d'être bon en éco-conception et on essaye de fabriquer en France. Buva est sans doute la seule entreprise de son secteur. Parce que, pourquoi fabriquer en France? Parce qu'on vendait en France. Et plus vous vendez proche de votre lieu de commercialisation, moindre est votre impact, normalement. Et donc, nous, on produit en Chine pour la Corée, en Roumanie pour la Roumanie, et en France pour le reste de l'Europe. En Chine, ça coûte 2 fois moins cher. Est-ce que pour autant, on arrête de produire en France? Non. Aujourd'hui même, Buva est en difficulté. On a des vrais problèmes financiers. En 3 ans, on a pris entre 20 et 25% d'augmentation du prix de revient. En 3 ans, le prix de vente a baissé d'environ 10%. Donc, vous êtes les ciseaux, vos prix de revient augmentent, vos prix de vente baissent, vous faites quoi? Eh bien, vous licenciez. Et vous licenciez dans les conditions les plus acceptables possibles. Et là, je vais introduire un autre point, c'est qu'une entreprise engagée ne doit pas se mesurer, par exemple, au chiffre d'affaires qu'elle réalise, mais aux décisions qu'elle a décidé de ne pas prendre. En l'occurrence, ce que j'appelle le chiffre d'affaires toxique. Il y a des entreprises avec lesquelles Buva n'a pas, je n'ai pas envie de travailler. Et comme on est dans une entreprise un peu démocratique, on vote. Et donc, est-ce que vous avez envie de bosser avec Total? Moi non, vous non. Facile. Parfois, c'est un peu plus touchy. Là, on vient de s'engager sur une entreprise qui fait des peluches. Moi, j'ai toujours été contre les peluches. Parce que je trouve que c'est hallucinant. Si vous allez à un salon professionnel du jeu joué, c'est à vomir. Le plus grand est à Nuremberg. Il y a eu 15 jours, j'y étais, du plastique partout, avec des peluches d'animaux. Vous en avez plus sur la devanture du stand que dans la vie réelle. Ça n'a pas de sens pour moi. Et on a un partenaire français qui dit, mais Jean-Thierry, on aimerait bien faire des peluches définatures. J'ai dit, bah, à réfléchir. Moi, je ne suis pas contre le plastique à partir du moment où il est issu d'un déchet. Valoriser un déchet, pour moi, ce n'est pas nécessairement du plastique. Donc, on a fait voter toute l'équipe en disant, est-ce qu'on va faire des peluches définatures? Sachant que Bioviva, c'est 3 choses. Il y a les éditions Bioviva, Bioviva Développement Durable, entreprise qui conseille les entreprises, et la petite fondation Bioviva que j'ai créée en 2017 pour venir en aide aux enfants migrants, la crise qu'il y a eu à cette époque-là. Et mon but, c'est de financer la fondation avec une partie de la richesse qui a été générée par les entreprises. Et donc, je me suis dit, bah, c'est bien parce qu'on va pouvoir demander à cette entreprise qui fait des peluches en plastique recyclé de financer la fondation Bioviva. J'ai fait voter. Et en fait, 55% des collaborateurs étaient contre, 45% étaient pour. Moi, j'étais pour. Et j'aurais beau leur expliquer, je dis, ok, c'est du plastique. Mais si vous voulez qu'on recycle le plastique, au bout d'un moment, il va falloir le valoriser. Et pour moi, le valoriser sous forme de pluche avec une entreprise qui va financer la fondation, je trouve que ça a du sens. Non. J'étais pas... c'était la décision démocratique, j'ai accepté. Et 3 jours plus tard, le collègue m'a dit, Jean-Thierry, une des personnes, elle était malade, et elle n'a pas voté. Donc je dis, bah, il faut qu'elle vote. Et elle vote oui. Et du coup, on s'est retrouvé à 50-50. Je dis, ah, 50-50, c'est moi qui décide, et on y va. Et on a fait ce partenariat, on est en train de le démarrer, avec cette entreprise française qui fait des peluches en plastique recyclé. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que tout est dans la nuance. C'est pas, encore une fois, ou tout noir ou tout blanc, tout ça, ça se discute. Et faire de la responsabilité sociétale, c'est regarder dans le détail et se mettre d'accord en sachant qu'a priori, ce qui est vrai aujourd'hui ne l'est pas nécessairement ailleurs au même moment. Et ce qui est vrai aujourd'hui ne l'est peut-être plus demain ici même. Donc c'est constamment de l'échange et du partage. On continue dans notre démarche d'éco-conception. On arrive dans les années 2010 et là on est confronté à du greenwashing dans tous les sens. On se dit mais on ne va pas s'en sortir. Ça mentait mais sans aucune vergogne, ça y allait. Et il faut rester droit, donc il faut passer les tempêtes. Et là vous vous rendez compte que c'est les valeurs humaines, c'est les êtres humains qui sont autour de vous qui vont faire que ça va tenir ou pas. Mais franchement, une entreprise, ça tient avant tout à un collectif. Et interrogez-vous sur vos valeurs. Travaillez
travaillez-les avant. Vous démarrez votre projet avec votre meilleur pote, mais mettez les choses au clair dès le départ. Je pourrais vous parler de la question de l'actionnariat, est-ce qu'il faut être égalitaire ou pas. Enfin, moi, j'ai vraiment mon avis sur la question et j'ai pas mal de vécu, mais c'est des questions pratiques et pragmatiques qu'il faut se poser. Et puis, puisque le temps presse, je me suis dit, comment je peux aller encore plus loin? Il y a 2 ans, on a décidé de travailler avec le CNRS et la Maison des sciences de l'homme pour lancer un programme de recherche sur l'évaluation des jeux BioViva sur le comportement environnemental des enfants. Et ce chercheur, Emmanuel, a fait un travail remarquable, mais ça n'a rien rapporté à BioViva. Et il n'y avait pas de littérature scientifique sur l'éducation, notamment au travers de jeux, sur les enfants. C'est un peu une première mondiale, donc il a bien galéré, mais il n'empêche que son travail a été extrêmement bien perçu, il devrait publier prochainement. Ben, ça aussi, ça fait partie de l'engagement d'une entreprise engagée. C'est de dire, je fais des choses qui, a priori, ne rapporteront rien à l'entreprise, mais elles font avancer la cause. En parallèle, je m'interroge constamment sur le modèle économique. C'est quoi un modèle économique? C'est quoi la création de richesse pour une entreprise? Ce n'est pas que de la création de richesse financière, c'est la création de richesse globale. En quoi votre projet va servir le vivant, les autres formes de vie et surtout les générations futures? Je pense que vous savez qu'il ne faut pas s'inquiéter pour la vie sur Terre. Elle va vraiment s'en sortir sans nous. Le vrai problème, c'est les générations futures. Les enfants, les petits-enfants qui vivront dans des conditions qui risquent d'être malheureusement beaucoup plus difficiles. Et comme on fête nos 30 ans et que Biva est un peu une affaire qui dure, je me suis dit, est-ce que je peux encore aller plus loin? Et on a une collection à succès qui s'appelle Défi Nature. On en fait 500 000 ou 600 000 par an, c'est vraiment beaucoup. Même si les marges sont faibles, c'est un très très beau projet entrepreneurial. Et je me suis dit, est-ce que je peux aller encore plus loin? Je ne sais pas, j'ai eu l'idée. De la même manière que j'ai eu l'idée de créer la fondation en 2017, parce que la nuit, je prends des notes, j'ai écrit offrir 1 million de jeux aux enfants réfugiés. Et je suis allé voir mon codir et je leur ai dit, vous en pensez quoi? Ils m'ont dit, t'es taré, mais on y va. Et on l'a fait. Et, alors pas moi, parce que c'était trop dangereux, mais un collègue syrien est parti en Syrie, au Liban, dans les camps de réfugiés, et dans les villages d'à côté, où c'est encore pire que dans les camps de réfugiés. On a fini dans l'hôpital d'Amman en Jordanie, où là il y a la pire misère du monde, à former le personnel enseignant aux jeux BioViva, non pas pour apprendre la nature, mais juste pour leur redonner un peu d'espoir, un peu de sourire. Et ça nous suffisait. Et là je me suis dit, ben, la fondation BioViva, elle n'a aucune valeur financière. Au contraire, plutôt que de donner l'argent à la fondation, je ferais mieux de leur filer, je ne sais pas, investir dans le matériel de production. Mais je me suis dit que non, c'était bien. Alors, on n'a pas été jusqu'à 1 million, parce qu'entre-temps, il y a un truc qui s'appelle le Covid. On a fait 50 000. Mais depuis, ce projet qui n'était pas une fondation est devenu une fondation, et il sert vraiment le projet global. Et c'est là-dessus que je vais m'arrêter, parce que c'est un peu l'aboutissement de BioViva aussi. Je me suis dit, on va faire des cartes à collectionner. Alors, vous connaissez sans doute les cartes Pokémon. Moi, je me suis dit, je vais faire le Pokémon des animaux. Alors, Pokémon, c'est un carton mondial. C'est le truc Monopoly à côté, c'est de la rigolade. 30% du marché mondial du jeu joué, c'est Pokémon. Ils vont fêter leurs 30 ans l'année prochaine, en 2026, ça va être un carnage. Je me suis dit, nous, on va faire différemment. Et vous savez peut-être que dans les cartes à collectionner, ce qui fait la valeur d'une carte, c'est sa rareté. Plus elle est rare, plus elle a la valeur. Moi, je me suis dit, ça tombe bien, parce que pour moi, le plus important, c'est les espèces vivantes. Et les cartes Défi Nature Protect, il y aura autant de cartes Défi Nature Protect que d'animaux dans la vraie vie. Et aujourd'hui, il reste 586 rhinocéros noirs de l'Est. Il n'y aura jamais que 586 cartes Défi Nature Protect, rhinocéros noirs de l'Est. Et quand on récupère cette carte, on s'engage à financer la protection du rhinocéros dans son milieu de vie avec les ONG partenaires de la Fondation. Et là, je me dis, là, je crois que tu tiens un truc. Parce que la finalité des entreprises que vous allez peut-être créer ou auxquelles vous allez contribuer, au final, c'est quoi leur sens et c'est quoi la rupture que vous pouvez proposer? Parce que vous le savez aussi,
Une croissance infinie dans un monde fini, ça ne marche pas. Et une entreprise qui ne croit pas, c'est une entreprise qui meurt. J'ai fait de la décroissance pendant 5 ans, avec 2 éditions de 2017 à 2007 à 2012. Ce n'est pas de la décroissance. J'ai dit, on ne dépasse pas 1 million d'euros. Il faut être taré. Mais moi, je voulais essayer. Parce qu'encore une fois, l'entreprise, c'est un outil liberté. Ça ne marche pas. Parce que pendant ce temps, tous vos concurrents vous passent devant. Et il ne vous reste plus rien. La nature a horreur du vide. Et en fait, on peut en parler. Et j'ai lu les bouquins, la théorie sur la décroissance. Dans les faits, ça ne marche pas. Il y a aujourd'hui une université qui se trouve à Montréal, c'est HEC. C'est donc une école de commerce où il y a un prof qui enseigne la décroissance. Alors, je sais qu'il y a 5 ans, ils étaient 2. Maintenant, il a 2 amphis entiers. J'ai lu sa théorie. Ça ne marche pas. Ça ne marchera pas. Parce qu'il aurait fallu faire ça il y a 10 000 ans. Et on est dans cette injonction paradoxale où on veut créer des entreprises qui font sens dans un système où on vous oblige à la croissance. Et c'est pour ça que je dis, ce n'est pas la question de la croissance qu'il faut se poser, c'est quel type de croissance. Si c'est une croissance qui est au service du vivant, allez-y à fond. Si cette croissance vous permet de gagner plein d'argent et que cet argent, vous le mettez au service du vivant, allez-y à fond. La question n'est pas de gagner de l'argent, c'est comment vous le gagnez et ce que vous en faites. Et c'est là où l'entreprise, elle prend tout son sens, parce que c'est le seul moyen de permettre ça. L'université va permettre d'élever les niveaux de conscience des étudiants que vous êtes et des enseignants et du personnel à servir ce dessin-là. Donc vous allez créer non pas de la richesse financière immédiate, mais une richesse différente, intellectuelle, qui ensuite va être transmise aux entreprises qui, elles, vont créer de la richesse financière. Et ça, c'est nouveau. Moi, j'y connaissais rien quand j'avais votre âge. J'étais aussi en école d'ingénieur. Mais je crois qu'il faut que vous ayez cette approche globale de où s'inscrit une entreprise vertueuse dans un écosystème global qui intègre les écoles d'ingénieurs. Et donc là, j'en ai juste ramené 2-3 exemplaires, ça vient de sortir. Et ça, c'est une arme de construction massive. Parce que si vous mettez ça entre les mains des gamins et que vous lui dites, plus tu collectionnes, plus tu protèges les animaux dans leur vraie vie, là, je me dis, waouh, il n'y a pas beaucoup d'autres entreprises du secteur du jeu joué qui sont capables de tenir un modèle économique équivalent. Je crois que je vais m'arrêter là, parce que ce que j'aimerais maintenant, c'est passer aux échanges. Merci beaucoup. Vos questions. J'espère qu'il y en aura plein. La première est toujours la plus difficile. Ça dépend ce qu'on en... c'est pas que je crois, et ça dépend ce qu'on appelle vertueux. Ce que je peux te dire, c'est ce à quoi je ne crois pas. Je ne crois pas à la décroissance parce que je pense être un exemple concret d'un entrepreneur qui cherche à minimiser au maximum son impact tout en créant de la richesse globale. Non pas financière, mais élever les niveaux de conscience dans la joie et la bonne humeur, ça c'est mon truc. Et donc ce fameux chercheur HEC Montréal a créé un truc, mais il faut créer des communs. Donc c'est pas une entreprise, c'est pas une association, c'est un truc à part. Moi je veux bien. Moi je veux bien, je veux même en créer une. Mais avec 30 ans de boutique, je peux te dire que ça va être super compliqué à mettre en place. Donc je n'ai pas de solution miracle. Je n'ai je n'ai que 2 entreprises et une fondation pour faire avancer les schmilblick en continuant à créer de la richesse globale et pas que financière. Donc non, je ne te dirais pas que je crois dans la croissance vertueuse. C'est super dur, c'est une super bonne question. En fait, là, au bout de 30 ans, enfin, on est en train de faire une machine arrière. Là. Enfin, je ne sais pas si vous réalisez que depuis en gros, 3 mois, là, on est en train de détruire ce qui a été bâti pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans. C'est vraiment grave ce qui se passe. Moi, là, je suis en train de me dire, j'ai toujours fabriqué en France, peut-être que dans 6 mois, je ne pourrai plus. Et du coup, est-ce que je plie ma boîte? Est-ce que je mets sur le carreau tous mes collaborateurs?
parce que mes convictions, c'est de dire il faut que je produise le plus localement possible. Et c'est ces tensions-là que vous devez vivre et que ne se pose pas l'entrepreneur lambda. Lui, il s'en fout, il va chercher moins cher, il va faire de la croissance. Mais quand vous vous posez ça, c'est de se dire mais je me rajoute une couche de contraintes monstrueuses dont j'ai même pas les réponses. Donc, en plus, par les temps qui courent, la fabrication française, l'éco-conception, la RSE, tout le monde s'en cogne. Clients, fournisseurs, prestataires, tout le monde s'en cogne. Et c'est là où tout le monde a baissé d'un cran. Vous voyez encore quelques têtes, ah bah lui, il tient encore un peu le coup, mais combien de temps? Et j'accompagne les entreprises. J'ai créé un outil qui s'appelle Métamorphose, qui sera destiné notamment aux étudiants sur la responsabilité sociétale de manière assez globale. Et j'ai donné des conférences ateliers devant 150 personnes dans le secteur du jeu joué. Et là, on m'a dit, mais punaise, c'est absolument génial. Et nous, il faut qu'on lutte contre le chiffre d'affaires toxique qu'on a d'une boîte américaine. Le mec, il est multimilliardaire. Il roule en Boeing. Enfin, il vole en Boeing. Enfin, il roule d'abord et il vole ensuite. Le gars, c'est un malade mental. C'est une crevure. Il est horrible, à titre personnel, mais vraiment, il coche toutes les cases de ce qu'il ne faut pas faire. Et ce gars-là fabrique des pluches et il distribue ses pluches dans le monde entier. Il a des partenaires. Et un des partenaires, le partenaire français, est la boîte très engagée avec laquelle je travaille, qui a racheté une autre entreprise et qui, dans la mouise, parce qu'elle a racheté trop cher et dans laquelle il y avait ces fameuses peluches. Et à la fin de la conférence atelier du mois de décembre, c'est de dire il faut qu'on arrête le chiffre d'affaires toxique de cette boîte-là. Parce que ça va contre tous nos principes. Cette boîte-là, elle représente 25% du chiffre d'affaires. Et pas plus tard que hier, je reçois un mail d'une personne de cette entreprise qui me dit Monsieur Minstel, nous avons appris que vous étiez en relation avec McDonald's pour développer des projets d'opération de fidélité dans les menus Happy Meal. La seule entreprise au monde à avoir refusé 4 fois de suite les projets McDonald's. Le projet McDonald's, c'est 7,5 millions de définatures en un mois et demi. Le plus grand libraire de France s'appelle McDonald's, dans les menus Happy Meal. Je refuse, et peut-être que je pense que c'est une erreur, 4 fois de suite, c'est pas un hasard, parce que maintenant j'aimerais bien les prendre, ces 7,5 millions de définatures. Bon, ils vous payent une misère, mais après une question d'image, plein de choses. Mais moi j'ai cette personne de l'entreprise qui veut arrêter de faire du chiffre d'affaires toxique, qui me demande de me mettre en relation avec McDonald's. Et là, je me dis, mais on met du chiffre d'affaires toxique sur un autre chiffre d'affaires toxique. Ça ne va pas du tout. Les entreprises en sont rendues là, quand bien même elles veulent faire de la responsabilité sociétale, quand bien même cette entreprise a créé un pôle nouveau modèle économique, avec un directeur de la recherche qui vient de chez Salomon, qui est hyper brillant, et avec qui on a échangé il y a 15 jours, parce qu'il voulait savoir ce qu'on avait fait avec notre chercheur du CNRS. Et en fait, là, depuis 2 mois, c'est tout et n'importe quoi, surtout n'importe quoi. Tout est balayé. Toutes les convictions, tous les engagements, toutes les chartes, tout ça s'est remis à plat parce qu'il y a un connard qui a été élu aux États-Unis et que tout est débridé et tout est ouvert à tout et n'importe quoi. Donc là, ce que je peux vous dire, c'est que oui, faites de la RSE, mais pas tout de suite. Finissez vos études parce que ça va secouer sévère. Autre question? C'est une bonne nouvelle. Ça va beaucoup mieux au niveau de la jeunesse que vous représentez. Ça n'a rien à voir. S'il y a une bonne nouvelle, merci d'avoir posé la question, c'est vous. Vous pouvez vous auto-congratuler parce que vous êtes beaucoup plus conscient et malheureusement éco-anxieux de la situation actuelle. Honnêtement, il y a 30 ans, personne n'en parlait. Moi, je me souviens que j'avais un copain en licence qui m'avait tendu une cassette, c'est pas ce que c'est, les cassettes vidéo. C'est un gars qui s'appelait Albert Jacquard. Et il m'a dit, ça vous parle? Sérieux? Et pourtant, il est mort. Hein. Et on m'a dit, JT, tu devrais regarder ça. Franchement, c'est pas mal. Et moi, j'avais vu tous les Cousteaux. Tous les Cousteaux, je les connaissais par cœur. Même le dialogue des poissons, je tout. Et j'ai lu ce truc-là, je dis, mais ouais, vraiment, vraiment, ça me parle beaucoup. Mais c'était le début.
Et nous, on n'avait pas de cours d'éco-conception, de développement durable. Ça n'existait pas. Même les profs, enfin moi, ils avaient des comportements mais désastreux. Des profs de biochimie qui faisaient n'importe quoi avec la nature. Je dis, mais c'est pas possible. Tu te préoccupes, enfin, vous vous préoccupez. Je leur disais pas. Je dis, mais il se préoccupe de la nature et dans son comportement. Il est à l'opposé. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Par contre, vous avez vraiment changé. Enfin, votre génération a changé et vous êtes vraiment le moteur d'espoir. De toute façon, c'est vous qui allez changer le monde, c'est pas nous, c'est vous. Donc j'ai envie de vous dire, mais faites-le le plus tôt possible, dans la joie et la bonne humeur, en mesurant les risques, parce que c'est risqué, mais lâchez pas l'affaire. Parce qu'à la fin, on n'est jamais à l'abri d'une bonne nouvelle. Autre question. Oui. Bah si, bah si. Là, je m'inscris dans une stratégie de décroissance, n'est-ce pas, jeune homme, et en même temps, je n'emplis pas mon objectif. Et je vous donne l'exemple de McDo. Euh, pour moi, ça reste de la junk food. C'est pas de la bonne nourriture. Et je trouve que je lis les rapports RSE de McDo depuis des lustres, puisqu'il y a aussi l'entreprise de conseil. Et je me dis non, tu vas contribuer, tu vas contribuer à faire du greenwashing, et c'est pas ce que j'avais envie de faire. Et en même temps, c'est le premier contributeur à favoriser l'éducation à l'environnement. Si on met entre les gamins des défis nature dans les menus Happy Meal, c'est ça toute la difficulté. C'est que, je vous le disais tout à l'heure, c'est pas ou tout noir ou tout blanc. C'est qu'en fait, vous ne savez pas. C'est juste des choix. Parfois, ils sont bons, parfois, ils sont mauvais. J'étais très fier d'avoir refusé pendant 4 ans. Le gars, d'ailleurs, m'a dit, il dit, attendez, est-ce que vous vous rendez compte que ça fait 4 ans que je vous cours après, vous êtes le seul à refuser, et vos concurrents acceptent de faire ça gratuitement. Moi, je dis, bah, écoutez, ils sont capables de faire ça gratuitement, qu'ils le fassent, mais moi, je ne le ferai pas. Mais tu sais que je suis en train de me demander si c'est pas une erreur. Et si j'aurais pas dû le faire. Et là, on aurait pu me dire, mais attends, t'es parti chez Satan, dans la pire boîte qui existe et qui fait de la merde en barre à filer aux gamins. Alors moi, j'avais dit à McDo, parce que tout est dans le compromis, j'ai dit, écoutez, moi, je veux bien, mais faisons un menu VG dans les menus Happy Meal. Elle a dit, ah, ça, c'est pas possible. Bah, je dis, c'est pas possible, on fera pas. Et tu as raison. Et c'est ce genre de questions qu'il faut tout le temps se poser. Et c'est ça la difficulté, c'est qu'a priori, il n'y a pas la réponse. Mais le plus important, c'est jamais la réponse. C'est toujours la question. Autre question, d'ailleurs. Merci Camille. Il faut savoir, bah alors, il faut savoir qui vous êtes vraiment. C'est vraiment important. Euh, et puis encore une fois, c'est le bon moment pour vous. C'est le bon moment de savoir qui vous êtes vraiment, quelles sont vos forces, quelles sont vos faiblesses, quelles sont voilà, vos pistes d'amélioration. Moi, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup d'énergie en fait. C'est comme ça. Et puis souvent, je me disais, mais pourquoi ça ne suit pas derrière? Et j'ai appris un truc, c'est tout seul, tu vas plus loin, plus vite, mais ensemble, tu vas plus loin. Et que quand on a une entreprise, bah, il faut tenir compte de ses collaborateurs. Un entrepreneur qui va bien, il bosse comme un taré. De la même manière qu'une chercheuse qui va bien, elle bosse comme une tarée. Euh, mais c'est une question de passion et d'engagement. Moi, c'est ma mission de vie. Donc, vous nous demandez de faire autre chose, je suis infoutu capable de faire autre chose. C'est mon truc. Et je l'ai découvert après. Donc, le rythme, il est très soutenu. Mais vous ne pouvez pas demander à vos collaborateurs le même rythme. Parce que c'est votre entreprise, c'est votre projet, c'est vous qui décidez à la fin. Et vos collaborateurs, ben, il y a une règle, il y a des lois. Moi, j'avoue que j'ai du mal avec les 35 heures, mais je le respecte. C'est la loi. Et tout le monde n'est pas aussi passionné que moi. Et tout le monde a droit à une vie de famille. Moi aussi, j'ai une vie de famille. Ça passe très bien. Mais c'est vrai que j'ai démarré, je bossais 18 heures par jour. Ça laissait pas beaucoup de temps pour dormir, mais j'étais jeune, j'avais 24 ans et ça me plaisait quoi. Bon après au bout d'un moment, tu te dis bon, il va peut-être falloir un peu baisser parce que ton corps il suit pas trop, mais globalement, il faut pas avoir peur du travail. Mais le travail c'est pas une contrainte. Moi je parle pas de travail, moi,
Ça commence à devenir du travail quand vous allez au prud'homme et qu'on vous assassine à coups de dizaines de milliers d'euros parce qu'on vous dit que vous avez fait des choses que vous n'avez jamais faites. Là, il y a du travail, la définition de travail, c'est l'esclavage, mais non, il faut qu'on modifie notre relation au travail. Hein, enfin, moi, dans mes toilettes, j'ai écrit interdiction de se faire chier. Désolé, mais on n'a qu'une vie. Mettez-la au service de qui vous êtes, de ce que vous portez, et vous pouvez aussi entreprendre au sein de la fac, au sein d'un centre de recherche, au sein de plein de choses. Entreprendre, c'est juste un état d'être. Et c'est vrai que j'ai 3 indicateurs: temps, argent, énergie. Et avec ça, posez ces 3 questions à un autre être humain et vous saurez de quoi il en retourne en termes d'engagement. Où est-ce qu'il met son temps? S'il met son temps au service du vivant, a priori, c'est bien parti. Où est-ce qu'il met son énergie? Est-ce qu'il en fait de même? Et où est-ce qu'il met son argent? Et bien, avec ces 3 indicateurs, franchement, vous avez une idée assez claire d'où un individu, un groupe d'individus peut aller. Et ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que dans les systèmes humains, dans les écosystèmes des pays, on est assez mal barré parce que la tendance n'est pas à aller vers le respect du vivant. Il faut un changement relationnel, générationnel. Et ce changement, encore une fois, c'est vous. Je n'attends aucune bonne nouvelle avant les 20 prochaines années. C'est OK, mais je l'accepte. C'est dur, mais c'est OK. Parce que ce que j'attends, c'est des vrais changements de paradigme, et il n'y a que des êtres humains nouveaux qui arrivent avec d'autres champs des possibles qui permettront que ce changement se fera. Vous avez 22 ans, dans 10 ans, 15 ans, vous prendrez des décisions politiques, stratégiques, et c'est comme ça qu'on changera le monde. Oui. Tu sais, en fait, tous les jours, honnêtement, tous les jours, je me dis, mais punaise, à quoi ça sert ce que tu fais quand tu vois tout ce qui se passe? Et tu sais quoi? C'est purement égoïste. Je fais pour moi. Parce que je suis aligné avec qui je suis, que je pense que ce que je fais, c'est plutôt pas mal, que ça me nourrit dans tous les sens du terme, que ça peut donner envie. Et du coup, il faut avoir cette vision globale, mais de grâce, si tu regardes trop partout ailleurs comment c'est la merde, tu n'avances pas, et tu te dis, écoute, trace ton sillon, et tu verras ensuite, trace ton sillon, vas-y, fonce, et puis d'autres te suivront. Il y a aussi cet effet-là qui est important. Si vous croyez dans votre projet, les gens vont vous suivre. Et ils croiront en vous avant tout, parce que vous portez quelque chose qui parfois vous dépasse. Oui, oui. Alors c'est une bonne question. Alors c'est intéressant ce que tu dis parce que euh, c'est une personne qui avait créé son entreprise en fait. Et donc il y avait 10 personnes, il y en avait donc 5 à Paris, 5 à Montpellier. Tout s'est bien passé. Tout le monde a compris. Enfin, je veux dire, c'était des contrats mondiaux qui ne se font pas. Enfin, il y a une collaboratrice, c'était le jour du séminaire, elle a eu un coup de fil, elle est partie prendre son coup de fil, elle est revenue en pleurs, elle a dit le contrat avec le Club Med dans les 27 villages à faire la formation sur le développement durable, c'est mort. 1 heure après, on avait Norbert d'Entresang, le transporteur, la stratégie RSE en Europe, c'était mort. La formation des 1000 collaborateurs, branche collectivité, la caisse d'épargne, c'était mort. Donc j'ai dit, écoutez, je suis désolé, j'ai pris mon marqueur. J'ai posé sur le paper, je dis, je suis désolé, il va falloir qu'on se quitte. Pas de gaieté de cœur, c'est un fait. C'était incroyable. Et je me suis dit, est-ce que tu laisses tout tomber? Et donc, il y a une personne qui avait déjà créé son entreprise, je me dis, Christophe reste. Et il est resté. Pour l'anecdote, il y a 4 ans, non, 2000, oh là là, 2017, 7 ans, moins plus même, il me dit, parce qu'il a la fibre entrepreneuriale, il me dit, écoute Jean-Thierry, j'ai envie de partir sur un projet professionnel, c'est marrant, il va rigoler s'il sait que je parle de lui, je voudrais créer un camping écolo. Ouais, je lui dis, écoute, tu sais quoi, évidemment, vas-y, si je peux t'aider, je t'aiderai. Et il part, donc il arrête, on se quitte, évidemment, bons amis, et il monte par. Il fait une formation d'1 an sur comment on monte un camping, il le veut écolo, il fait son business plan, il travaille tout, et il cherche un camping. Pendant 1 an, il cherche à acheter un camping, il s'était fixé une limite d'1 million d'euros, parce qu'il faut emprunter, c'est compliqué, c'est avant le Covid, et au final, il ne trouve pas. Donc il fait d'autres boulots, de merde, pour faire bouillir la marmite, un boulot, 2 boulots, et il me rappelle en 2019 et il me dit Jean-Thierry, écoute, ça n'a pas marché.
est-ce que tu n'aurais pas quelque chose qui pourrait convenir? Et par bonheur, j'avais remporté un projet de 3 millions d'euros sur 3 ans, et j'étais seul. Donc je me suis dit, j'ai peut-être avoir besoin d'un coup de main. Et on a monté ce projet à deux pendant 3 ans. Et du coup, il est revenu. Et depuis, là, on va dire même pas, dans 2, 3 jours, il reprend son indépendance parce que Viva Développement Durable a des difficultés. Parce que tous les projets qu'on a initiés sont à l'arrêt ou abandonnés. Et ça, c'est une autre forme de réalité, c'est qu'en fait, il faut être amoureux de l'erreur et de l'échec. Quand on est engagé, on se prend des vents en permanence. Et à l'heure où je vous parle, je peux vous dire que c'est super, super dur, que tous les jours, des projets s'arrêtent. Parce qu'on est engagé et que la RSE, en ce moment, c'est pas la fête du slip, quoi. Et pourtant, on continue. Et on continue à y croire. Et ça, c'est la particularité de l'entrepreneur, c'est en gros, il s'arrête un peu jamais, quoi. La retraite, il ne connaît pas trop. Parce que même s'il a la retraite, après, il fera d'autres projets. Mais je suis convaincu que l'entrepreneuriat, ce n'est pas lié à l'entreprise. C'est tout ce que vous faites à côté également. Même si c'est dans une ONG, dans une assoce. On a besoin d'entrepreneurs, de gens qui entreprennent, qui prennent du risque. Et d'ailleurs, remplacez RSE par risque et vous comprendrez énormément de choses. Les gens qui font la RSE, c'est des gens qui prennent du risque. Il y avait une autre question. Non, 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 non. Non, non, ça pas trop. Non, non, vraiment. Moi, enfin, après, c'est un état d'esprit. Moi, je suis plutôt optimiste. Et puis, mais moi, j'ai beaucoup. Enfin, là, j'ai pris mon shoot d'énergie avec vous parce que je me dis, voilà, il y a 40 personnes. C'est 40 personnes qui vont peut-être se mettre au service du vivant, qui vont être alignées, qui vont s'éclater dans la vie, qui vont créer de la richesse globale. Il n'est jamais trop tard. Tu es au XIVe siècle, tu as la peste, tu as la moitié de la population qui disparaît, bah, c'est reparti. Puis il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, c'est reparti. Et puis là, on va peut-être arriver à la troisième, bah, ça va repartir après. Euh, Gardez de l'espoir. Il y a toujours, il y a toujours de l'espoir. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Puis c'est la manière dont vous l'appréhendez. C'est vrai que, honnêtement, désolé, j'espère que c'est pas enregistré, mais c'est compliqué en ce moment. Et c'est de plus en plus compliqué. Euh, mais moi, ce qui me désole un peu, c'est que tous les jours, on vous apporte son lot de mauvaises nouvelles et de désolation. On vous parle du changement climatique. On vous dit que c'est la cata, qu'il ne faut plus que vous preniez quoi que ce soit, qu'il faut que vous arrêtez de respirer parce que vous savez que vous émettez du CO2. Le changement climatique est devenu l'alpha et l'oméga de la responsabilité sociétale. Moi, je suis désolé, il y a d'autres sujets. La biodiversité, c'est un vrai sujet, mais on n'en est pas là. Et je trouve déplorable, détestable, qu'on ne cesse de nous rabâcher des mauvaises nouvelles sans apporter de solution. Moi, un médecin qui m'annoncerait que j'ai un cancer avec métastase et qu'il n'a pas trop de solutions, je pense que je le prendrais assez mal. Vous ne méritez pas ça. Et c'est ce qu'on vous offre tous les jours au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner. Et non, ce n'est pas le message qui vous fait passer parce que vous nourrissez d'espoir, pas de désespoir. Et donc, encore une fois, gardez les bonnes nouvelles et ça va faire. Ça va passer. Ça va être difficile, mais ça va passer. Ouais. Et ça aussi, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est qu'il y a beaucoup plus de collectifs d'entreprises engagées. Ça, c'est vrai plus. Et c'est énorme parce que on parle de la solitude du dirigeant. Ah, punaise, c'est vraiment vrai. Il y a des moments où vous êtes seul, quoi. Je vais prendre cette décision, je dis, je la prends pas, et hop, je la prends. Et puis, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas se mettre à la place de celui qui décide. On aimerait, mais et puis souvent, on se dit, mais pourquoi tu as pris cette décision? Et un chef d'entreprise, un entrepreneur, il se doit d'avoir une vision 360, sociale, environnementale, économique. Et, euh, et donc, il va prendre une décision, et bam, elle est prise.
comprises ou incomprises. Donc, votre deuxième métier, si vous faites de la RSE, c'est pédagogue. Il va falloir expliquer. Et c'est tellement bien de pouvoir échanger avec des pairs. Donc moi, j'ai 2, 3 personnes que j'appelle lorsque j'ai une énorme décision stratégique. Je lui dis, qu'est-ce que tu en penses? Et je suis très heureux d'apporter ma contribution quand on me demande qu'est-ce que tu en penses. C'est précieux. Et c'est rare parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres personnes qui sont à la place du chef d'entreprise qui doit prendre des décisions qui sont parfois vraiment difficiles. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a de plus en plus de réseaux d'entreprises engagés. Ça aussi, c'est important. Quand le moral à zéro en ce moment, je vous le dis. Mais ça, c'est bien. Ça, c'est bien parce que ça va vraiment vous aider. Et si vous voulez monter des entreprises engagées, c'est beaucoup plus facile qu'il y a 30 ans. Une dernière pour la route. Ouais. Oui, oui. Ouais. Oui, vous connaissez tous le deuxième principe de thermodynamique. Enfin, vous, je vais l'apprendre. Il y a un autre truc qui est assez intéressant, c'est que j'avais lu que la vie, l'invention de la vie est la seule chose qui s'oppose au deuxième principe de thermodynamique et qui a tendance à stabiliser les choses. Si vous prenez du recul et de la hauteur et vous regardez la Terre, c'est un système qui est relativement stable avec des écosystèmes qui sont aptes à se stabiliser. Mais c'est un vrai questionnement parce que derrière ça, je regarde des êtres vivants. Tous les êtres vivants cherchent à croître indéfiniment, sauf ceux que je ne connais pas. Mais euh, vous prenez n'importe quel être vivant, que ce soit une plante, un animal, un champignon, un virus, qui n'est pas vivant, d'ailleurs c'est très compliqué d'avoir une définition précise de ce que c'est que la vie, ils croissent de manière infinie. Et du coup, en fait, c'est normal la croissance infinie. L'être humain ne fait que répéter ce que toutes les autres formes de vie font, sauf que nous, on a un potentiel de destruction de notre propre écosystème que les autres espèces vivantes n'ont pas. Donc quelque part, Jean-Louis, la croissance infinie, c'est juste dans l'ordre naturel des choses. Et en même temps, je me dis, mais si on élève de manière infinie le niveau de conscience des êtres humains, peut-être qu'on sera la première espèce à se dire, mais faut qu'on arrête cette croissance infinie, parce que sinon on va dans le mur. Et si vous avez fait un peu de biologie, vous avez tous regardé le petit écosystème du renard et du lemming dans une île. Le renard mange le lemming, il n'y a plus de lemming, le renard disparaît, le lemming croît, et bam, 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 bam. Ça, c'est du niveau de conscience bas. Est-ce qu'on peut élever ce niveau de conscience de manière infinie? Et à ce moment-là, et seulement à partir de ce moment-là, peut-être qu'on réduira cette croissance infinie vers laquelle la vie, de manière générale, nous expose. Donc c'est quelque part philosophique, mais c'est définitivement éthique. Oui, l'éthique, c'est important, mais sachez qu'en face de vous, si vous êtes entrepreneur, vous allez vous retrouver comme une poule devant un mégot, avec des gens qui vont dire et quoi? Éthique. Il n'y en a pas. Parfois, il n'y en a pas. Ou alors de manière mesurée. Et c'est là où on ne se bat pas à armes égales. Parce que moi, j'estime qu'au Biva, punaise, on se met des contraintes sur le dos, on n'en a pas besoin. Mais ça, c'est mon éthique. Et il faut que je fasse gaffe. Parce que mes collègues, des fois, me disent, tu vas trop loin. Et ils ont raison. Parce que là, je licencie. Et si j'avais accepté le contrat McDo, je ne serais peut-être pas en train de licencier. Donc, il n'y a pas de vérité vraie. Rien n'est acquis. Rien n'est une certitude. C'est juste un cheminement et en responsabilité sociétale, de grâce, ne prenez pas de photos, prenez des vidéos.
Parce que faire une photo à un instant T, ça ne veut rien dire. Par contre, si vous regardez 30 ans en arrière, où on en est aujourd'hui, je me dis, là, ça commence à donner un film un petit peu intéressant. Voilà. Merci beaucoup pour ta présentation, très honnête, la qualité de l'échange qu'il y a eu avec vous. C'est pas tous les jours qu'on a la chance de pouvoir en direct poser toutes les questions qu'on veut à un entrepreneur qui, quelque part, vous parle sans aucun calcul. Donc pour tout ça, je te remercie beaucoup. C'est une chance qu'on a eue sur Apple. Merci à toi. Un plaisir partagé, merci à vous. Hein. Et lâchez pas l'affaire. Hein. Lâchez surtout pas l'affaire.